Alors, bonsoir, bonjour à tous. Le Bnei Brit Shalom Khan que j'ai le plaisir de représenter, donc Aviva Diana, en collaboration avec le Bnei Brit René Cassin François Dupuis, qui nous accueille gentiment dans ses murs, que nous remercions vivement. Voilà, nous avons le plaisir de vous compter presque nombreux aujourd'hui pour découvrir à Jouan-les-Pins l'origine des Juifs de Cannes. Donc voilà, cherchez l'erreur, mais elle est là. Deuxième tome. Ce sera le deuxième tome. D'accord. Donc permettez-moi de vous présenter nos conférenciers, que je remercie à l'avance pour l'enrichissement de la conférence. Merci. Donc Mendel Matuzov, rabbin à Cannes, très investi dans sa communauté. Passionné d'histoire juive et d'histoire locale, il entame en 2010 de nombreuses investigations auprès des instances locales, des recherches minutieuses auxquelles il a associé Nelly Nussbaum et qui, réunies chronologiquement, ont abouti à ce livre. Et Nelly Nussbaum, journaliste de presse écrite, qui tient également une rubrique Histoire dans Nice Matin, et qui a une autre vie puisqu'elle est conseillère municipale au Canet. Tout à fait. Voilà. Donc sans plus attendre, je leur laisse la protection parole. animale. Deux petites choses. Donc mettez bien le masque parce que voilà. Et puis surtout, la petite phrase que j'avais préparée que je tiens à vous dire. Bien évidemment, n'hésitez pas à rallumer vos téléphones portables après la conférence. Merci à tous. Ça y est. C'est sa façon d'applaudir. Hein. Nous ferons le jeu des questions-réponses après la conférence, donc gardez bien toutes les questions que vous aurez. Et puis le livre sera en vente, dédicacé par les auteurs, également à la fin de la conférence. Merci. C'est fini. Bonjour tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux. Merci beaucoup à Aviva Diana et à François Dupuis de nous accueillir ici et de donner un accueil très sympathique à notre ouvrage qui effectivement parle de l'histoire des Juifs à Cannes et environ. Et comme je disais tout à l'heure en plaisantant, mais je sais que Mendel plaisante pas vraiment, c'est le tome 1 et il a bien envie qu'on continue sur la lancée. Donc nous allons parler un petit peu, nous allons débuter par quelques généralités qui permettront de mieux comprendre où nous avons trouvé le principal de nos sources. Les chercheurs qui s'intéressent plus particulièrement à l'histoire des Juifs ne peuvent que se réjouir de l'intérêt actuellement qui se manifeste autour de la famille, son histoire sociale et sa dynamique interne, la dynamique interne de la communauté. En effet, il est parfois difficile de suivre l'histoire politique des Juifs, ne serait-ce que parce que lorsque les Juifs étaient expulsés d'un pays, ils n'emportaient pas grand-chose avec eux et leur histoire privée, et notamment l'histoire de la famille juive, c'est la seule histoire privée et l'histoire de la famille qui a laissé des sources satisfaisantes. C'est de là, en faisant des regroupements, qu'on a pu réunir leur activité et un petit peu comment ils ont pu évoluer dans les villes et lorsqu'ils sont arrivés, c'est grâce à l'histoire de la famille au départ. La littérature rabbinique et tout spécialement les responsables rabbiniques du Moyen-Âge ont traité abondamment des différents aspects de la vie familiale et nous ont présenté les problèmes liés au mariage, au mariage, au divorce, à l'héritage, à la division des patrimoines et tous les autres aspects qui étaient soumis au jugement des rabbins. Donc, ils ont laissé des traces à ce moment-là. En outre, comme les Juifs de l'Europe méridionale étaient désireux de renforcer leurs accommodements familiaux en les faisant enregistrer sous forme d'actes notariés, nous sommes latins en général, nous sommes allés piocher dans les actes notariés de Grasse, de Cannes, et ce sont des gens, les archives de ces villes nous ont ouvert leurs portes, nous ont laissé utiliser leurs archives, nous ont laissé utiliser leurs photos à titre gracieux. Nous les avons largement remerciés d'ailleurs, et c'était pour nous une source, ça a d'ailleurs été au départ, depuis l'Antiquité, la source principale d'informations qu'on a pu trouver.
Donc, en plus, les archives de la France du Midi, enfin du Midi de la France, d'Italie et d'Espagne, ils sont particulièrement riches en testaments, constitutions d'entreprises et assignations de dot provenant des communautés juives itinérantes. Donc, pour nous, ça a été une belle source de... Donc, cette abondance de l'information ne semble pas être le simple résultat du hasard archivique. Elle tient probablement à la place centrale qu'occupe la famille dans la vie juive et à son importance dans l'ensemble des activités sociales. La nécessité de conclure les mariages dans le cadre d'une stricte endogamie exigeait à elle seule une intense élaboration de plans et de combinaisons, et elle donna même naissance à une profession dont le rôle resta longtemps considérable, celle des courtiers spécialisés en mariage. Là aussi, on a trouvé beaucoup d'informations. Ils s'appelaient des shadchan. Shadchan, voilà. La nature des activités économiques des Juifs, leur rôle prépondérant dans le prêt à intérêt, pour ne citer qu'un exemple, créait une situation où les hommes disposaient de loisirs, qu'en théorie, ils passaient à l'étude de la loi juive, tandis que les femmes, de leur côté, prenaient une part active à la gestion de l'économie domestique. L'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de la cellule familiale devait de ce fait constituer un des traits les plus originaux de la famille juive, ce qui interpellait les villes dans lesquelles ils arrivaient à une époque particulièrement patriarcale. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les Juifs du Midi de la France tenaient pour ainsi dire le haut du pavé de l'histoire juive et leur communauté était parmi les plus importantes de l'Europe occidentale. Mais revenons aux communautés locales. L'histoire explique que les Juifs se sont toujours installés dans le pays grassois au départ. On parle de la création juive de Maganosque et le relèvement de la ville de ses ruines par eux. C'est eux qui ont... D'ailleurs, dans le livre, on voit très bien l'évolution des villes grâce à la communauté juive qui s'y est installée. Lors de leur bannissement par Charles VII et des massacres sous Philippe V dit le Bel, persécutés, emprisonnés, expulsés ailleurs, ils sont tolérés et parfois protégés en Provence. En 1293, Charles Ier, roi de Naples et comte de Provence, leur interdit malgré tout, bien qu'ils sont tolérés, leur interdit malgré tout de tenir serviteurs ou servantes qui seraient chrétiens et leur commande de porter une marque sur leur habit pour les différencier des chrétiens lorsqu'ils marcheront dans les villes. Déjà à cette époque-là, les Juifs étaient obligés de porter une marque distinctive. Tout ce que je vous dis là, c'est résumé, mais tout ça est très détaillé dans notre livre. En mai 1396, une ordonnance du sénéchal de Provence concernant les Juifs leur impose le port d'un insigne spécial sur leurs vêtements, donc, et c'est une roue rouge à l'époque. De même, ils doivent habiter dans un seul quartier ou une seule rue dans les villes. À Grasse, ils sont regroupés Carriera Judea, aujourd'hui Rêve Vieille. Leur nombre aurait été d'environ 40 tout au début, c'est-à-dire en 1300 et quelques. Ils possédaient une synagogue, une boucherie spéciale datant de 1309, date à laquelle il fut interdit par ordonnance de débiter des viandes servant à la nourriture des Juifs dans les boucheries destinées aux chrétiens. En 1377 déjà, ils avaient un cimetière. Vers 1350-1360, quelques familles juives se déplacent et viennent s'installer dans Grasse. Leurs noms, en principe vous les retrouverez dans le livre, mais leurs noms principaux c'est Jazel, Maïr, Jacob, Abraham, Salomon, Amandais, des noms qu'on retrouve encore aujourd'hui. De 1450 à 1500, il s'était assuré la quasi-totalité de la fabrication des cierges et des chandelles avec la cire d'abeille. Ils sont aussi marchands, achètent de la laine, ils vendent du drap, des chaussures, ils sont merciers, se livrent aussi au commerce du vin. Mais en 1386, la reine Marie leur interdit de le vendre au détail aux chrétiens de Grasse. On attribue aux Juifs l'origine de la production des parfums liés aux nombreuses tanneries installées dans les pays grassois et à la mode italienne des gants parfumés. Alors, si vous dites ça à Grasse, vous allez vous faire huer parce qu'ils refusent totalement de croire que les Juifs, que la communauté juive sont associés à la création des parfums. Et pourtant, c'est vrai. Je le maintiens.
Et des gants. Bon, les gants, à vrai dire, la ganterie est arrivée d'Italie, mais comme ils étaient tanneurs, en grande partie, et que les peaux sentaient mauvais, c'est comme ça qu'ils ont réussi à inventer les parfums avec les fleurs pour parfumer les gants. Le vrai parfum a commencé par les gants. Alors, au XVe siècle, un petit commerce se fait à Grasse sur le Corail. Des Juifs achètent à des pêcheurs cannois et le revendent en Avignon. Ils sont marchands de grains qu'ils vendent aux villages voisins quand les récoltes ont été maigres. Lors de l'Inquisition espagnole, d'autres familles trouvent asile à Grasse et leurs descendants, convertis au catholicisme, prirent le nom de Cauvin, Gasque, Merle, Revertega, Sovego. Et vous verrez effectivement dans le livre qu'ils ont été obligés à un moment de se convertir. Ils ont été obligés. Il y en a beaucoup qui se sont convertis pour pouvoir continuer leur activité parce que sinon on les laissait pas continuer. Les Juifs retrouvent leur statut de citoyens libres en 1748. La Révolution en fait des citoyens comme les autres. Et en 1800, c'est terrible à dire, des citoyens comme les autres. Et en 1808, le décret du ministre des Cultes leur donne le droit d'installation d'une synagogue rue de Mougins, Roquefort, à Grasse. Le propos de notre ouvrage, Histoire de la communauté juive à Cannes et sa région du 5e siècle à aujourd'hui, est donc de relater l'histoire des communautés juives installées dans notre région depuis l'Antiquité pour arriver jusqu'à nos jours. En synthétisant le résultat des nombreuses recherches sur l'établissement et la condition des Juifs sur le bassin grassois et cannois depuis leur première installation au 5e siècle et leur arrivée massive au bas Moyen-Âge, période dont les limites exactes sont encore objet de débats entre historiens, ce livre offre un regard nouveau et intéressant sur la vie des communautés israélites de notre région et leur impact sur l'évolution des villes du bassin cannois. Le sujet que nous traitons dans ce livre et que nous traitons en général, le sujet offre un champ d'études varié et mouvementé grâce à la réunion de nombreux documents à la fois rares et précieux. Comme je vous l'ai dit, des documents qui nous ont été vraiment... on a fouillé pas mal, hein, on a fouillé, dans les archives ici, dans les archives aussi de l'OFRAM, enfin bon, dans les archives départementales, nationales, tout ce qui touchait à la région. Et il a fallu gratter, hein, on a mis 2 ans quand même à chercher. Donc le livre offre un regard nouveau et intéressant sur la vie des communautés et leur impact sur l'évolution des villes du bassin cannois. Parce qu'en réalité, si vous dites aux Cannois ou aux Grassois que c'est grâce aux communautés juives que les villes sont devenues ce qu'elles sont, eh bien, ils vous diront, mais non, c'est pas vrai, les Cannois étaient là bien avant, mais en réalité, les Juifs sont là depuis le 5e siècle. Hein. Donc, il faut quand même nous reconnaître ça. Hein. Et donc, on verra par les informations réunies dans ce livre qui étaye les écrits que le sujet méritait réellement d'être traité, pour ce que je viens de vous dire. Pour ce faire, nous avons disposé de plusieurs types de sources, des manuscrits hébraïques rédigés par des intellectuels de cette époque et conservés dans les bibliothèques, des histoires orales, nous sommes allés interviewer des gens, des journaux personnels, des lettres, des écrits familiaux, mais aussi, donc, comme je vous ai, des documents de la pratique notariale, cadastres, délibérations et comptes trésoriers, des archives communales, notamment de Cannes et de Grasse, départementales et même régionales. Il faut dire que cet ouvrage ne s'adresse pas seulement à la communauté, car le travail entrepris avec toute la méthode et la sagacité dont nous avons été capables, hein, on peut se féliciter, n'est autre qu'une monographie et même une fresque historique sur la fondation de la communauté juive de Cannes, indissociable de l'histoire de Cannes. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et... voilà. Et donc moi je me suis beaucoup occupée du Moyen-Âge et de tout ça et toute l'histoire moderne, contemporaine. Poser la question après. Et Mendel qui va vous en parler. Alors bon, j'imagine qu'il y a des questions, donc il y aura après la partie pour les questions. Alors donc Nelly a résumé un petit peu l'histoire depuis quand nous sommes là. Je vais rebondir et continuer, mais avant tout, je voulais
partager avec vous la raison pour laquelle on a écrit ce livre. Ça, on nous a posé la question, ni ce matin, donc les collaborateurs de Nelly nous ont posé la question. Je l'ai dit très vaguement parce que c'était pour un public, on va dire, pour un public général. Là, comme on est dans un public, on va dire, communautaire, je vais vous révéler. En réalité, l'idée m'est venue à moi et après j'y ai associé Nelly. J'étais une fois dans un bus, le bus qui ramène de l'aéroport à Cannes. Hein, 200, ah ouais. Et j'ai un monsieur qui me pose une question, un monsieur qui me semble cultivé, monsieur d'un certain âge. On discute, on était assis à côté, alors on discute un petit peu. Voilà, vous êtes juif, il me dit, vous êtes israélien? Je dis non, je suis juif, israélite. Et il me dit, mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Vous êtes arrivé quand d'Israël? Je dis, monsieur, vous savez, je ne suis pas arrivé d'Israël, je suis né en France, je suis né ici, je suis né à Nancy en l'occurrence. Et pour lui, alors on a une petite discussion, c'était pas méchant de sa part, mais pour lui, les Juifs arrivent tous d'Israël, comme les Algériens qu'on voit en France arrivent d'Algérie, et donc les Juifs arrivent d'Israël. C'est un monsieur qui n'avait pas de culture générale pour savoir que les Juifs sont en France depuis bien longtemps, et les Juifs sont dans le monde entier depuis bien longtemps. Et donc ça m'a fait réaliser qu'il y avait au fur et à mesure, on est tous amenés à rencontrer des gens. Bon, moi, je suis un juif affiché, donc dès que quelqu'un a une discussion avec moi, ça tourne rapidement, que ce soit un intervenant pour les travaux qui vient ou que ce soit une rencontre, n'importe. On rencontre tous des gens dans une file d'attente ou assis dans un train, etc. On discute. Donc ça vient vite vers le sujet de la religion. Et j'ai réalisé qu'il y avait une ignorance. Et alors, peut-être que dans certains endroits, dans les grandes villes, on connaît plus les Juifs, mais en tout cas, j'ai réalisé que à Cannes, je parle pour Cannes, ou dans notre région, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient que les Juifs, c'était des gens qui étaient arrivés. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse connaître, qu'on fasse savoir que les Juifs sont là depuis bien longtemps. Mais moi-même, je ne savais pas depuis quand on était arrivé à Cannes. J'ai été amené à faire des prières parfois. Il y a un vieux cimetière juif qui est au cimetière du Grand Jas, l'ancien cimetière de Cannes, celui qui est à côté de l'hôpital. Il y a un ancien carré juif, avec d'ailleurs quelques tombes qui tombent en désétude, avec des juifs anglais, des juifs allemands qui sont là-bas, et il y a des dates assez anciennes dont j'ai regardé, j'ai vagabondé là-bas, et j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait été enterrée en 1800, donc on en parle dans le livre, Guillermo Ettling, en 1882. Donc ça m'intrigue, je dis en 1882 il y avait déjà des Juifs là, donc j'aime bien l'histoire, je lis beaucoup l'histoire juive. Alors chez nous l'histoire c'est un peu, on vit avec notre histoire, c'est un principe, Zachor, souviens-toi, on se souvient, on vit chacun avec nos ancêtres, nos grands-parents. Dans la communauté juive, on a des références très fortes, chacun dans sa famille, dans ses origines, d'où qu'on vienne. Et ce qui est extraordinaire, j'ai fait des études en Israël, j'ai étudié à la Yeshiva en Israël. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit des juifs qui viennent de tellement de cultures différentes, de tellement de mentalités différentes, et des juifs d'Amérique du Sud, des juifs d'Australie, des juifs du Yémen, il y a tellement, et qu'on a tellement de choses en commun alors qu'on était pendant des 2000 ans ou peut-être un petit peu plus pour certains, moins pour d'autres. On était séparés et on a les mêmes références dans tout et la même langue. Donc c'est qu'on a des racines très très fortes, et on sait que quand un arbre il a des racines très fortes, c'est ça qui le fait tenir, quels que soient les vents par lesquels il passe. Toute notre histoire est jalonnée de souffrances, de persécutions, et on est encore là. Pourquoi? Parce qu'on a des racines, parce qu'on a cette histoire à laquelle on tient. Et donc on est naturellement, je pense, chez nous, assez curieux de connaître notre histoire. Et donc l'histoire juive, c'est quelque chose qu'on
auquel on s'intéresse. L'histoire locale aussi, parce que quand on marche dans des rues, on voit des vieux bâtiments, on voit des stèles, on est parfois intéressé, passionné par l'histoire de sa ville. Et c'est vrai que le cumul des deux, et ce déclencheur qui a été ce que m'a dit ce monsieur dans le bus, m'a dit il faut commencer à chercher depuis quand les Juifs sont là et réunir. Ça date de 2009 ou 2010. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu, j'ai été traîné aux archives municipales et c'est là que j'ai contacté Nelly, qui nous a été présentée par un ami commun et qui s'est investi dans ce projet. Et on a fait, alors il y a eu, ça a pris longtemps, il y a eu une longue période où on a laissé ça tomber parce que chacun a des occupations. Et après voilà, et finalement c'est vrai qu'on a travaillé, ça a pris 2 ans de travail intensif sur les recherches. Alors, une des premières choses sur lesquelles je suis tombé, et donc Aviva souhaitait qu'on en parle, on en parle dans le livre, mais c'est quelque chose, c'est un retournement de l'histoire merveilleux et incroyable, parfois on retrouve des choses et on se dit mais c'est incroyable comment les choses se sont faites. Je m'occupe à Cannes donc d'une école, du centre Lubavitch, c'est mes parents qui l'ont fondé, ils sont arrivés ici dans les années 80, et mon père a pris en location, quand il est arrivé, pour créer cette école, des anciens bureaux d'un local qui faisait de l'informatique, des bureaux d'un informaticien, qui était donc au 22 rue Commandant Vidal, à l'angle du boulevard de Lorraine. Pour ceux qui connaissent, c'est aujourd'hui le centre, le Bet Rabat de Cannes. Ça a été l'école pendant longtemps, et aujourd'hui l'école a été transférée de l'autre côté. Et donc, quand il l'a pris en location, le rez-de-chaussée, c'était le commissariat de Cannes-Est. Pour ceux, il y en a peut-être certains qui s'en souviennent. Je vois ici un ancien cadouar, Rami, Madame Ayash, vous vous en souvenez. C'est le commissariat de Cannes-Est. Il n'y avait pas encore le commissariat central avenue de Grasse. Le commissariat était un petit peu plus haut sur l'avenue de Grasse. C'était un petit commissariat. Donc, ils avaient des antennes ailleurs en ville. Et c'était... et c'est vrai que donc il y avait la police au rez-de-chaussée, les Lubavitch au-dessus, et quand on dansait à Simchat Torah, ils venaient, ils disaient écoutez, on va pas appeler la police pour tapage, c'est nous la police. Soyez gentils, faites un peu moins de bruit. Bon, il y avait les enfants, c'était mignon. Et au 3e étage, il y avait une dame âgée, Madame Barbarin, qui est décédée aujourd'hui, qui est décédée il y a quelques années, elle a plus de 100 ans. Et elle allait au magasin Kasher acheter des bonbons Kasher pour les enfants, tellement elle était gentille. Donc voilà, il y avait la police, les loubas et une dame âgée française qui vivait en harmonie dans cet immeuble. Et donc, bon, après, donc la police est partie en 96. On a repris le bas parce que l'école grandissait, donc on a transformé l'école. Et quand on a repris le bas, il y avait les bureaux et il y avait ce qui était le cachot, la pièce où ils gardaient. Alors c'était pas le commissariat central, mais quand ils arrêtaient quelqu'un et qu'ils devaient le garder le temps de l'amener au commissariat central ou qu'importe, de l'auditionner en garde à vue, c'était le local de garde à vue qui était un local pourri, sombre, horrible, avec un vieux les chauffages de l'époque. Et je me demande s'il n'y avait pas des becs. Bon, c'était un local dégueulasse et horrible. Bon, il y a des travaux qui ont été faits, mais je me suis intéressé, donc à partir de quand j'ai commencé à faire cette recherche, j'étais aux archives, je cherchais les archives depuis quand la police est là. Depuis quand la police est là? Parce qu'on sait, donc, on sait qu'il y a d'abord, donc il y avait la Côte d'Azur était occupée d'abord, la zone libre, c'était quand c'était la zone libre. Après, il y a eu les Italiens qui sont arrivés ici. Et après, à partir de septembre 43, c'était les nazis. Mais même déjà sous les Italiens, il y avait des arrestations. Et c'est surtout après, quand les nazis sont arrivés, que la police française, comme à Paris, a arrêté des Juifs. Et donc, ça m'intriguait depuis quand la police était là. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des Juifs qui ont été arrêtés et qui ont été amenés ici? Et donc, j'ai été aux archives municipales. Alors, il y a des archives qui ont disparu. Il y a des archives de la période de la guerre qu'ils ont fait disparaître et qui ne sont pas là. Mais on a quand même retrouvé pas mal de choses, et certaines des archives, des choses qu'on a retrouvées, sont transcrites ici dans le livre. La police était locataire de ces locaux pendant toutes ces années, donc l'État était locataire. Alors, il y avait d'abord la police, en réalité, la police municipale est venue
quand c'était le régime de Pétain, sous le régime de Vichy, il n'y avait pas de police municipale et nationale, ils ont réuni les deux. Et donc la police, c'était d'abord la police municipale qui avait loué ces locaux, c'était d'abord donc la mairie, en 1935, qui a pris ces locaux en location. Donc je me dis, si la police était là pendant la période de la guerre, il y a bien des juifs qui ont été arrêtés ici. Et là je cherche aux archives, je trouve rien. Où étaient arrêtés les juifs, où étaient amenés les juifs qui étaient arrêtés à Cannes. Il faut savoir que Cannes, à cette époque, pendant la période de la guerre, c'était un lieu de refuge. Déjà, ce qui était la zone libre, c'était la zone libre. C'était moins dangereux. Après, quand c'était la période italienne, énormément de juifs venaient ici. Et les hôtels qu'il y avait à Cannes étaient occupés, à Cannes et sur la Côte d'Azur. Alors, je ne sais pas quels hôtels il y avait à Antibes. Mais en tout cas, à Nice aussi, on le sait, parce qu'il y a une grande histoire à Nice. Il y a des livres qui ont été écrits sur toute l'histoire de Nice à cette époque-là. Le comité du bouchage, bien sûr, Angelo Donati, donc on en parle dans le livre aussi, qui a été un sauveteur qui a tenté de sauver énormément de juifs et qui a réussi à en sauver pas mal. Donc j'ai perdu le fil. Les locaux étaient depuis 1935. Voilà, donc on cherche des documents, et là on a réussi à recueillir des témoignages, dont Madame Barbarin, cette dame qui habitait en haut. Je parle avec elle et je lui dis: Madame Barbarin, depuis quand est-ce que vous êtes dans cet immeuble? Elle y est depuis juste après la guerre 46. Mais donc elle habitait dans ce qui est aujourd'hui donc l'étage du bas. Après elle est montée en haut, mais elle habitait pas loin de là. Elle était jeune fille pendant la guerre, elle était couturière. Elle m'a tout raconté, elle se souvenait de tout clairement, et elle m'a orienté vers d'autres personnes, un autre monsieur âgé, le nom m'échappe, qui lui m'a raconté aussi, qui se souviennent clairement que des juifs qui étaient arrêtés dans les hôtels. Donc on raconte l'histoire de Tristan Bernard, on raconte dans le livre, on parle de beaucoup de personnes, de détails, de gens qui après ont raconté. Certains sont malheureusement pas revenus, d'autres sont revenus, et d'autres ont réussi à s'échapper, que des juifs qui étaient arrêtés à Cannes étaient amenés dans cet endroit-là, dans ce commissariat. Et comment, sans le savoir, quand mon père a pris cet endroit pour en faire une école, c'est un endroit où des juifs étaient arrêtés. Ils étaient amenés là pour après être envoyés vers les camps de la mort. Eh bien, cet endroit-là est devenu un lieu où des enfants juifs, on fabrique des enfants juifs, une éducation. C'est la plus grande vengeance qu'il peut y avoir contre les nazis, contre Hitler. Ça me rappelle, je fais une parenthèse, c'est pas lié à l'histoire du livre, mais puisqu'on évoque cette période de la Shoah, d'ailleurs c'était à cette période-là aussi, c'était en 2009, j'étais à Auschwitz avec les voyages organisés par le Conseil général pour les collégiens. Donc aujourd'hui on a un collège à l'école, donc il y a chaque année certains de nos élèves font partie du voyage. À l'époque on n'avait pas encore le collège, mais j'ai été invité par le président du Conseil général, à l'époque Christian Estrosi, à participer au voyage avec des hommes politiques et les collégiens. Il y avait un petit groupe de personnes. Donc on passe cette journée à Auschwitz. Pour ceux qui ont été, vous comprenez ce que c'est cette journée là-bas. C'est un avion qui est affrété par le Conseil général, qui part le matin tôt. On se réunit à 6h du matin à l'aéroport. On va le matin, on passe la journée là-bas et on revient le soir. Donc des élèves. Et donc j'étais un représentant de la communauté en quelque sorte, et les élèves me posaient des questions. Donc moi, il y avait un guide, et on avait avec nous Charles Gottlieb, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est Charles Gottlieb, qui est décédé il y a 2-3 ans, qui est un monsieur extraordinaire qui avait survécu à Auschwitz, et qui était Charles Gottlieb. Alors, il était de Nancy, il était originaire de Nancy, comme moi. Il est parti de Nancy avant que je sois né, donc on n'a pas pu se connaître à Nancy, mais on s'est connus ici. Et c'était un homme merveilleux. On a parlé en yiddish ensemble, il parlait un yiddish parfait. C'était vraiment un homme. Sa femme venait, alors quand on a fait ce voyage, sa femme venait de décéder quelques semaines avant. Et lui, il refusait de faire quoi que ce soit de religieux. Il m'a dit, on peut rien dire à quelqu'un qui a traversé la Shoah, on n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit. Au contraire, on a que à entendre et à recevoir. Il disait, moi je crois pas en Dieu, moi je crois plus en rien après ce que j'ai traversé, et je le respectais totalement. Il voulait pas faire Kaddish sur sa femme. Et quand on s'est retrouvé devant les chambres à gaz, ce qui reste des chambres à gaz
qu'on voit à Auschwitz, enfin, à Auschwitz II, la partie qui est écrasée pour ceux qui ont été, parce qu'ils ont bombardé, avant de partir, les nazis ont bombardé là-bas. On se retrouve là-bas, et on se retrouve devant, et il me dit, je veux que tu dises maintenant un Kaddish pour ma femme, et on va faire un Kaddish pour les Juifs qui sont morts ici, et je veux que tu dises un Kaddish pour ma femme. Tout le monde a pleuré, c'était un moment très 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 émouvant, et il y a des photos d'ailleurs, et donc, je parle de ce voyage à Auschwitz parce que sur le retour, après dans l'avion, donc à l'aller, vous avez les jeunes, les enfants, ça parle, ça rigole, ça joue, ça discute, ça rit à haute voix. Dans le vol du retour, il y avait un silence complet. Après une journée à Auschwitz, quand on prend conscience, on prend dans la figure l'histoire, combien qu'on a pu lire de livres, combien qu'on a pu entendre des témoignages, combien j'en ai entendu personnellement, combien qu'on a pu voir de films ou qui reconstituent. Et quand on va là-bas et qu'on voit cet amoncellement de cheveux, quand on voit cet amoncellement de lunettes, on est devant et on se dit, et moi je me plains si j'ai trop chaud ou j'ai trop froid parfois. Et on prend conscience des choses. Et donc sur le vol du retour, il y avait je ne connaissais pas encore Nelly, donc il y avait un journaliste de Nice Matin qui posait des questions un peu aux élèves et qui m'a posé une question, qui a demandé, qui m'a dit avec quel sentiment vous ressortez est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et je lui ai dit, je vais dire la vérité, je vais vous parler sans filtre. Quand une partie de ma famille est morte dans la Shoah, est morte, je ne sais pas si c'est à Auschwitz ou pas, ils étaient en Russie, en Pologne. Donc je lui dis, vous savez, quand on voit et qu'on touche du doigt un petit peu des choses que certains ont pu faire à votre famille, je lui dis, c'est un jeune homme, je lui dis, regardez, si quelqu'un fait du mal à votre père, à votre mère, à votre frère, à vos enfants, qu'est-ce que vous faites? Et vous en prenez connaissance après. Le sentiment humain, c'est un sentiment de vengeance. Il m'a fait du mal, je veux me venger du mal qu'il m'a fait. Je dis, je vais vous dire la vérité, je sors d'ici, si j'ai aujourd'hui la possibilité qu'un nazi se trouve devant moi et que j'ai le pouvoir de me venger pour ce qu'il a fait à mes grands-parents, je le ferai. Mais je vais vous dire, je vais la faire cette vengeance, mais pas en mal. Eux, ils nous ont fait du mal, moi je vais faire cette vengeance en bien. Ce que eux ont voulu détruire, je ressors d'ici avec le sentiment de vouloir le reconstruire encore plus, de vouloir qu'il y ait encore des juifs qui soient fiers d'être juifs, qu'il y ait encore des juifs qui pratiquent le judaïsme, ce que les nazis ont voulu couper et arrêter, qu'il y ait encore des juifs qui donnent naissance à des enfants, qu'il y ait encore des juifs, qu'il y ait encore de l'éducation juive, qu'il y ait encore plus de synagogues, qu'il y ait encore plus de choses qui se construisent, parce que ce qu'eux ont voulu nous détruire, ma vengeance sera encore plus constructive. Et ce voyage à Auschwitz m'a donné en réalité beaucoup d'énergie à vouloir justement encore plus être actif pour l'avenir du judaïsme. Parce que c'est avec notre histoire, en regardant le passé, en regardant notre histoire, en voyant tout ce qu'on a souffert, et en voyant qu'aujourd'hui, on est là malgré tout, et il y a toujours des difficultés, Israël est toujours en danger. Ce matin, malheureusement, il y a encore un attentat dans la vieille ville de Jérusalem, et où qu'on soit dans le monde, on est souvent visé. Donc c'est important de connaître notre histoire, parce que c'est important d'être vigilant, parce que c'est important de transmettre. Ceux qui le savent, parce qu'ils l'ont reçu, ils ont reçu ce sentiment, ce sentiment de vigilance de leurs parents ou de leurs grands-parents, c'est une chose, mais la nouvelle génération, elle le sait moins. La nouvelle génération, elle ne sait pas tout ce qui s'est passé. Pour eux, c'est du passé, c'est de l'histoire. Et c'est pour ça que ce livre, en tout cas, quand on parle de quelque chose de local, ça touche plus. Je l'ai bien sûr partagé au maximum avec les parents de l'école pour que leurs enfants, je l'ai offert, on l'a offert ce livre à des adolescents pour qu'ils le lisent, parce qu'ils se sentent plus concernés, parce que quand on lit quelque chose qui concerne la rue dans laquelle vous êtes, aujourd'hui l'école dont je m'occupe, l'école juive de Cannes, est rue Louis Nouveau à Cannes. Donc au 22 rue Louis Nouveau. Le bâtiment d'en face, c'est le 27 rue Louis Nouveau. Le 27 rue Louis Nouveau, Villa Patria, on en parle dans le livre, c'était le siège des facios italiens, parce que quand les Italiens étaient là, il y avait, comme il y avait la jeunesse, les FFP, les jeunes Français qui allaient chercher les Juifs pour les dénoncer, c'était le Front National de l'époque, les extrémistes qui allaient, qui faisaient, on raconte même dans le détail cette histoire. Eh bien, il y avait ça, les Italiens étaient là aussi, il y avait les facios. Leur siège était en face de ce qui est aujourd'hui l'école juive. Vous allez un petit peu plus loin, pour ceux qui connaissent le Gallia. Le Gallia,
et on en parle aussi, on a une photo, c'était le siège de la Gestapo, c'était le siège, pardon, de la Wehrmacht. Puis après, plus loin dans le boulevard Montfleury, il y avait la Villa Montfleury qui était le siège de la Gestapo, où ont été torturés les résistants, des juifs, puis après les résistants, et qui à la libération, la fameuse Hélène Vagliano, et tout ça qui fait partie de l'histoire de Cannes. Donc ce sont les rues, c'est les rues, moi j'habite par là-bas, c'est les rues où je marche tous les jours. Donc quand quelqu'un lit et il se dit, c'est rues où je marche, aujourd'hui je peux marcher librement avec ma kippa et mes tzitzit, et aujourd'hui, et à l'époque quand je marchais ici, il faut en être conscient, il faut être conscient que, il faut être conscient parce que ça nous rappelle qui on est, ça nous permet de rester qui on est, et de rester fidèle à nos valeurs. Et c'est pour ça que ce livre d'histoire, c'est pas seulement joli, une passion, une histoire. Ma volonté était, et j'espère que ça le sera, que ça aide aussi à renforcer la fierté juive, l'identité juive chez d'autres personnes et chez des jeunes surtout. Voilà. On passe aux questions, on parle encore un petit peu du livre. Je sais, au niveau de l'horaire. Allez. On peut passer aux questions, voilà, parce que les questions vont... C'est fini. J'ai promis au Rav Mendel de ne lui poser aucune question et il en connaît la raison. Là, ce n'est pas une question que je vais poser. Ah bon, parce que là, C'est un complément d'information sur la première partie des parfums. Premier parfum de l'histoire du judaïsme. Je dis bien de l'histoire du judaïsme, parce que les parfums, ils existaient à l'époque des pharaons, des Grecs, etc. Donc, le premier parfum de l'histoire du judaïsme, le Rav Mendel le sait, et ça ne rappelle pas exactement en ce moment, mais je vais lui rappeler, c'est l'encens parfumé que Aaron, le Kohen Gadol, faisait brûler à l'intérieur du Mishkan. Alors maintenant, les parfums, quel que soit le parfum, c'est à partir de matière première, végétale ou animale, bon, en liquide. Mais là, ce n'était pas un parfum en liquide, c'était 11 ingrédients très très précis, qui étaient composés par une famille juive, je ne me rappelle plus le nom, c'était eux qui fabriquaient cet encens parfumé. Pourquoi? Parce que Hachem avait aimé sentir les bonnes odeurs. Voilà, c'était l'information que je voulais apporter. Merci. 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 Question suivante. Alain, l'autre. Moi, c'est pas une question, c'est. Tombé. Monsieur, bonjour. Madame, bonjour. Merci pour l'exposé. C'est simplement, c'est pas un rajout non plus. J'ai fait le voyage à Auschwitz 2 fois avec le Conseil général de Nice. J'ai fait le voyage avec M. Gauthier et j'entendais les Polonaises qui expliquaient que la Pologne avait été formidable, qu'elle avait aidé les Juifs. Et je dis à Gauthier, tu entends ce qu'ils disent? Il a pris la parole et je ne vous dis pas de quelle façon il les a insultés. Il dit, comment vous pouvez parler comme ça? Il y a peut-être eu un Polonais sur 1 million qui a peut-être... voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin puisque tous les parents de mes enfants... Mon père n'a pas voulu... Mon père, qui était président de société, n'a pas voulu aller à Auschwitz ramener des cendres comme tous les présidents d'associations de sociétés à Paris. Il a dit, il n'y a plus rien là-bas. Voilà, il y a des cendres. Et vous avez dit très justement que malheureusement... vous avez vu comme moi, je n'oublie pas, moi j'ai vu des poupées, des stocks de poupées, et j'ai le poème que la personne qui a écrit sur ces poupées-là, il l'a écrit à Auschwitz, et on a retrouvé ce papier, et c'est quelque chose de très poignant. Voilà, je vous remercie. Merci René. Merci René. Est-ce qu'il y a des questions qui sont en rapport avec le livre de Cannes? Oui. Bravo, félicitations. Tu as dit que finalement, par la coïncidence ou la providence, on peut dire ça comme on veut, l'école s'est située à l'emplacement même. On a voulu démolir le judaïsme. Pardon, il n'a pas la voix qui porte, pardon, parce oui, que déjà... l'école s'est située même à l'endroit même. On a voulu détruire le judaïsme.
Et que donc, en marchant dans les rues de Cannes, on retrouve des endroits où il y avait la Gestapo, la Wehrmacht, les Italiens, les fascistes italiens. Et tu as parlé aussi de Madame Hélène Gagliano. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur cette dame-là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que c'était juste en passant, c'est pas exactement son... Il y a tout un paragraphe sur Hélène Vagliano. Et justement, mérite peut-être un point d'approfondissement. là, justement, il y a vraiment un grand paragraphe. Alors on la voit ici, c'est elle, on la voit en photo dans le livre. Oui, oui, tout à fait. Et dans l'histoire, d'ailleurs, dans ce matin, un jour, j'ai fait un article complet sur elle. C'est une jeune femme qui était résistante, donc qui faisait passer des messages en vélo et tout. Et un jour, elle a été elle appartenait à un petit groupe de résistants. Elle n'était pas juive, hein. Et un jour, elle a été dénoncée par une de ses camarades par jalousie. Donc, elle a été arrêtée. Elle a été emmenée dans différents endroits et elle a été torturée d'une façon absolument épouvantable. Vous faites ce que vous voulez. Elle avait 24 ans, hein, 24-25 ans. Elle a sauvé des juifs. Comment? Oui, elle a fait des faux papiers. Elle a aussi fait des faux papiers. C'est ça qu'elle faisait passer en vélo. C'était des faux papiers. Pour les juifs. Ouais, pour les juifs. Elle faisait passer des faux papiers en vélo parce que il faut dire aussi qu'à Cannes, les juifs ont été très, 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 très bien reçus. Il y a eu des connards, hein, attention, hein, on va pas non plus féliciter tout le monde. Mais c'est vrai, de tout temps d'ailleurs, hein, quand ils sont arrivés à Cannes au Moyen-Âge et tout, après Grasse, ils ont toujours été excessivement bien reçus. Et à Cannes, il n'y a jamais eu de ghetto. Jamais. Ils ont toujours été, ils sont descendus à Cannes-la-Boca, mais ils ont toujours été intégrés complètement à la vie active et à la vie des Cannois. Et donc, Hélène Vagliano, elle faisait passer des faux papiers qui étaient faits à la mairie, souvent. Et donc, elle a été dénoncée. Et elle a donné des tas de noms et tout ça. Ils ont donc lâché ses parents qui ont pu partir. Et elle, ils ont fini par l'achever avec des fers rouges. Enfin, elle a vécu un enfer, cette jeune femme. Et maintenant, donc, il y a même une rue, hein, Hélène Vagliano à Cannes. Et elle a été reconnue juste parmi les nations. Et comme beaucoup d'ailleurs, hein, dans le livre, il y a eu beaucoup d'Azuréens qui ont été juste parmi les nations, que ce soit à Cannes, à Antibes, Juan-les-Pins, à Nice, à Grasse, il y en a beaucoup. Cannes a été vraiment une ville. Il y a eu bien sûr hein, des problèmes, notamment par les Italiens, comme l'a bien dit, mais Cannes a quand même été une ville où les Juifs ont pu vivre en relative sécurité. Notamment, je vous parle de ma famille, mon père, dont que l'on voit ici. Il y a la photo. Ce beau jeune homme, c'est le papa de Nelly. C'est justement ses frères, lui et ses frères ont été pour éviter d'être déportés. Ses sœurs ont porté l'étoile, mais les garçons, pour éviter d'être déportés, ils ont été envoyés par la mère et par la municipalité en travail obligatoire en Allemagne, ce qui leur a évité. Donc ils sont revenus, hein, ils étaient jeunes, hein, ils avaient 17-18 ans, mais la ville a fait beaucoup de choses comme ça, justement pour. Par contre, il y a eu aussi autre chose que je raconte. Il y a Bon, la vie a continué pour mon père, pour ses frères. Et quelques années après, je pense que c'est dans les années 60, 63, mon père a voulu monter un commerce itinérant pour faire les marchés. Donc, il s'est pointé, il est né à Cannes, hein, il s'est pointé à la mairie de Cannes. Et la mairie de Cannes, il a vu en 60, 62, 63, hein, je ne sais plus exactement. On lui a donné son certificat de naissance avec marqué radié de la nation, parce qu'on est franco-russe, franco-suisse, radié de la nationalité française, cause juif. Mon père, il a pris sa femme, ses gosses, et il est parti, il a quitté la France à l'époque. Bon, on est revenu depuis, hein, mais en 60, 63 encore. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Hein. Et juste une petite information, puisqu'on a des informations. J'ai permis de poser cette question sur Hélène Vagliano parce qu'il y a une école qui porte son nom à Cannes. Oui. Et bon, c'est un ancien Cannois. Il y a d'autres anciens Cannois ici. Et l'école Hélène Vagliano, par coïncidence, et personne ne savait, le rôle que jouait cette dame pendant la résistance, elle a servi
comme cours pour le premier centre aéré juif de Cannes. La mairie a permis, a donné le lieu pour les activités de plein air du premier centre aéré de Cannes, et ça, on ne savait pas du tout. En 84. Le rôle joué par... Il y a peu de gens qui savent exactement quel est le rôle qu'a joué Hélène Bagliano. Ouais. Mais par exemple, vous avez aussi Capron, le maire Capron, qui a énormément, qui s'est marié avec une juive d'ailleurs, et qui a énormément aidé les juifs. Hein. Il y a de toute façon, on a fait là, on a eu des recherches assez complètes sur tous ces gens qui ont aidé les juifs sur Cannes et les environs, vraiment. Michel, tu voulais poser une question? Oui, c'était au début. C'est surtout pour Nelly. Et on connaît l'origine des Juifs installés à Cannes. J'ai dit au départ du Proche du Moyen-Orient d'Israël. Est-ce que ce sont les mêmes qui se sont installés ou bien plutôt, je dirais, des Espagnols ou des Portugais ou des Machins? Alors, tout au départ, il y avait une petite communauté dont je ne sais pas l'origine, mais les premiers Juifs qui sont arrivés en manière importante, ils arrivaient de Rome. Ils ont été expulsés par l'empereur Tibère. Tibère qui a expulsé les Juifs, qui a expulsé tous ceux qui ne voulaient pas se convertir, parce que il y a eu tout un embroglio, les conversions au christianisme, tout ça. Donc tous les Juifs qui ne voulaient pas se convertir, l'empereur Tibère les a expulsés. Et c'est cette petite communauté qui est venue rejoindre une petite communauté existante au 5e siècle, mais d'où je ne sais pas d'où elle venait. Et après, cette petite communauté, elle a grossi, évidemment. Il y a eu puis il y a eu toute l'histoire de Philippe le Bel, les Juifs du pape. Et tout ça, c'est venu grossir cette communauté de Maganosque, de Grasse, qui après, comme ils commerçaient avec l'Italie et tout ça, ils descendaient toujours sur Cannes. Ils descendaient leur peau, ils descendaient leur culture et tout sur Cannes pour qu'ils prennent des bateaux. Et un jour, ils se sont dit, pourquoi ne pas s'installer directement à Cannes? Donc, il y en a une partie qui sont descendus s'installer à Cannes. Je schématise là, hein, qui sont descendus s'installer à Cannes et qui sont devenus les familles Rouff, les familles, toutes ces grosses familles qui ont fait Cannes et qui ont laissé, d'ailleurs, il y a des immeubles encore où il y a les noms, il y a tout ça. Et en réalité, ce sont des familles qui, au départ, viennent de Rome et c'est l'empereur Tibère, voilà, qui les a expulsés. Il n'y a pas une rue à Cannes? Alors, il y a un immeuble sur la rue d'Antibes qui est aujourd'hui la maison Jacquelou de les chaussures. Et c'est encore inscrit sur l'immeuble Maison Rouff, puisque c'était une famille qui faisait des tissus, des robes, etc. Il y a beaucoup de très grosses familles qui ont fait Cannes, les Rothschild, la bibliothèque municipale Villa Rothschild. Et ça, vraiment, on a retrouvé. Là, par contre, vous retrouverez tous les noms. Il y a une chose aussi que je tiens à dire, c'est que tous les noms, même du Moyen-Âge, même du bas Moyen-Âge, du haut Moyen-Âge, tous les noms qui sont cités sont attestés par des actes notariés. Donc, on n'a rien inventé, hein, de toute façon. Hein. Et on a réussi à les retrouver vraiment parce que, comme ils faisaient du commerce, comme ils montaient des entreprises, à l'époque, hein, les entreprises, tout ça, ça devait passer par acte notarié. Donc, et Grasse et Cannes, Grasse particulièrement, et ça, je leur en remercie, Grasse et Cannes ont conservé tous ces actes notariés et nous les ont mis à disposition. Et vraiment, et tous les noms, il y a peut-être des noms que vous allez reconnaître, hein, parce qu'il y a des descendants, bien sûr. Tous les noms sont exacts et ont été répertoriés dans les archives. Marceline, c'était la même question. on était nombreux à voir, merci Michel. Mais on a parmi nous d'ailleurs Sylvia Cohen, qui a eu, voilà, Sylvia, toute sa famille, enfin un grand nombre de sa famille, son père notamment, a fait beaucoup pour la communauté de Grasse. Et c'est d'ailleurs, je l'en remercie parce que c'est grâce à elle que nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, puisqu'elle a assisté à votre signature. Tu veux poser une question, Sylvia? J'étais très touché parce que je vois par exemple que mon père a rentré dans un livre, il va rester, j'espère,
c'est des racines de notre famille quand même. Bien sûr. Mais bon, mon état, quand mes parents sont arrivés d'Oran, de Nostaganem en 62, bon, ça c'est des détails de l'arrivée des Noirs. Nous, on est partis avec les scouts et on est allé au château de la Lafitte, que tu connais bien, la Crème. En attendant, mes parents avaient sa grâce parce que les immeubles qu'ils avaient pris, le train de ma mère, n'étaient pas construits, mais à un moment passé toute une épopée. Et bon, ben, chacun a tracé sa route. Et maintenant, bon, ben, voilà, on a fait une grande famille Cohen qui est un peu dans tout le monde entier. Là, il y a Magali qui est à Grasse, et ma sœur Hélène. Et voilà, donc on a essayé de rester. Mon père, ce qu'il a fait, c'est qu'il tenait avec le rabbin Kaplan, avec qui il échangeait énormément de lettres, parce qu'il savait très très bien écrire. C'était qu'il voulait absolument faire le cimetière à Grasse. Et ce cimetière donc, a été fait à Sainte-Brigitte. C'est un tout petit carré. Au début, il y avait beaucoup de. Par exemple, nous, déjà, on est peut-être 7 de la famille, ou 8 là-bas, je ne sais plus. Mais par contre, en un rien de temps, tous les juifs d'Europe centrale, c'est-à-dire de Calian, il y a la famille d'Ajda, il y a beaucoup de familles qui ont été enterrées là. Alors, ce sont des juifs qu'on ne savait pas du tout qu'ils existaient à Grasse. Et bon, et maintenant il est tout petit, il n'y a plus de place. Malheureusement, c'est mon frère qui a pris la dernière place, le père d'Isabelle. Et c'est très très touchant que mon père ait fait ça à Grasse. Voilà, ça fait partie. Et par contre, bon, moi j'habite Cannes, mais je suis aux archives à Cannes aussi. Donc, c'est quand même ceux qui connaissent bien Cannes, deux immeubles, les grands draps, c'est la famille Meyer. Et c'est l'immeuble où il y a un loup au-dessus. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire. Et en face, où il y a la société lyonnaise, ça c'est deux immeubles qui ont été habités par les Juifs et qui ont été malheureusement récupérés par le notaire, le maire de l'époque, qui était Blanchardon. Tout à fait. Et bon, alors là-dessus, j'en prenais un grand bout, parce que on a vu toute cette histoire. Et il a récupéré, il a dénoncé tous ces gens quand même. Et il a récupéré tous les immeubles. Oui, voilà. Tout le monde n'était pas forcément gentil avec Non, les non, Juifs, tout le monde n'était pas forcément c'est ça, gentil. c'est ça, tout le monde n'a pas forcément sauvé, donc ça c'est Mais, la petite Blanchardon était donc la copine de l'épouse David à l'école de la Croisette. Et quand j'ai connu sa mère, elle m'a fait le roman feuilleton. C'était pas une histoire. Ouais, ouais. Merci Non, non. Sylvia, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une petite question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la création de la très belle synagogue de Cannes? Comment c'est arrivé d'avoir une très belle synagogue? Qui a financé? Pour quelles raisons? Quelle était l'état des communautés à l'époque? Peut-être sur Grasse aussi? Il y a une synagogue à Grasse? Alors, on a un chapitre entier sur la création de la grande synagogue de Cannes. C'était donc après-guerre, comme un peu partout, les juifs qu'il y avait en France avant, c'était des Ashkénazes. Il y avait très peu de séfarades. Et donc, les choses étaient. Il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait pas eu de synagogue avant la guerre. Les gens allaient à Nice avant. Antibes, je sais pas. Non, Antibes, ça date aussi de 62, je pense. Oui, 62. L'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. Et donc, il y a une famille qui s'appelle la famille Salanik, qui est une ancienne famille canoise que beaucoup connaissent, qui eux ont créé en 46 ou 47, on va pas exactement le livre, rachètent un petit restaurant rue des États-Unis. Donc, c'est à côté, pas loin de la Croisette. Ils ont un petit restaurant, et comme il y a beaucoup de touristes anglais, donc c'est la Côte d'Azur, le festival de Cannes reprend, la ville sur la Côte d'Azur reprend, donc ils créent un petit restaurant, cachère, pour que les Juifs qui viennent puissent manger cachère. Et donc ils ont ce petit, ils créent autour d'eux un petit groupe avec les familles. Alors il y avait beaucoup de boutiques juives sur la rue d'Antibes, des Juifs qui avaient des boutiques, dont la maison Yvel, Y-V-E-L, qui en fait est Lévi. Yvel, maison Yvel, c'est Lévi. Il y avait les Eken, pour ceux qui connaissent Bernard Eken. Les fourrures Eken, exactement. Au 68, donc c'était le père Eken, monsieur Eken, qui avait. Donc, Salanik réunissait un petit peu tous ces gens-là. Il faisait un office dans son restaurant. Et pour les fêtes, pour Rosh Hashanah et Kippour, il louait une salle. Alors ça a été certaines années le Carlton, d'autres années le Martinez.
Et donc, le Palace. Khan Palace, alors ça, je ne savais pas. Ouais, le Khan Palace, probablement. Après, pour Pessah, il y a eu le Khan Palace, mais je ne savais pas que c'était dans ces années-là aussi. Et là, il y a un juif égyptien qui était une grande fortune qui s'appelait Monsieur Hadda. Clément Fernand Hadda, Clément Fernand Abramino Hadda, qui donc lui avait une grosse fortune. Il avait une collection, c'est un homme très connu pour une collection d'art, il aimait beaucoup l'art. Et sa femme était malade. Et il a dit, si ma femme guérit, je vais construire une synagogue. Et donc sa femme a guéri. Et il a acheté personnellement le terrain qui est aujourd'hui donc la synagogue au boulevard d'Alsace. Il a acheté le terrain, il a construit la synagogue à ses frais personnels. Et c'était un bien personnel qui lui appartenait. Jusqu'en 1974. C'était personnel, ça n'appartenait pas à l'association, c'était privé vraiment à lui. Et il a pris les meilleurs architectes et il a fait ce que c'était la synagogue qui était plus petite avant, pour ceux qui l'ont connue, qui était donc plus petite. Et il est décédé en 1974. Et là, il a légué à ses enfants. Bon, ses enfants n'ont pas voulu la garder. Et donc, ils l'ont légué au Consistoire central de France. Et on a l'acte notarié, tout ça, on a tout retranscrit dans le chapitre qui concerne ça. Et donc, à ce moment-là, il y avait déjà une association qui avait été constituée, mais les choses étaient plus simples. Et c'est là que la communauté, c'est plus le consistoire a pris possession de la synagogue, qui est très belle et qui a été agrandie plus tard, en 1990. Donc Jacques Bibas, qui a été un des Shalom, m'a donné beaucoup d'informations, nous a donné beaucoup d'informations sur l'histoire justement et il a mobilisé Edmond Safra, qui a donné à l'époque 1 million de francs pour l'agrandissement de la synagogue, et donc ce qui a plus après. Voilà. Alors avant le centre communautaire, déjà l'agrandissement de la synagogue. Le garage, c'était le grand garage central qui est après devenu le centre communautaire. Mais déjà, ça c'était. Mais c'est vrai que c'était à l'initiative de Jacques Bibas aussi. Et donc ils ont agrandi la synagogue. C'est Paul Samak qui a dirigé ces travaux et qui a à l'identique rallongé, fait ce qui est cette magnifique synagogue. Paul Samak, qui est architecte encore là. Très bien. Oui, Michel. Oui. Je reviens un petit peu sur le côté général à Liban, Oui, je t'en prie. à savoir encore une fois le miracle juif. Le miracle juif. Depuis la nuit des temps, le peuple juif a été spolié, massacré, tué, pillé. On prend toute l'histoire de France, que ce soit, comme tu le dis, Philippe, que ce soit Saint-Louis VI, qui a fait ce que nous savons, piqué l'argent de tous les juifs et les jeté dehors. Isabelle la catholique, allez hop, tous les juifs dehors avec les arabes, etc. Et ces massacres qu'il y a eu en Russie, en Pologne, et les juifs sont toujours là. C'est pour moi un miracle extraordinaire dans la mesure que je pense que l'humanité ne sait pas ce qu'il doit au peuple juif. Les plus grands savants, les plus grands inventeurs, les découvertes les plus énormes qui sauvent la médecine, c'est les juifs. Et on est obligé de se cacher, de changer son nom, comme tu l'as dit. L'économie, c'est les juifs. C'est incroyable. Tout ça, l'Église. Regardez un peu le malheur de l'Église, ce qu'a fait l'Église au peuple juif depuis 20 ans. Hein, dont le principal, je dirais, délateur, Shaoul, Saint Paul, il a tout fait pour justement démolir l'essence même du judaïsme. Et ça, quelque part, ça me bouleverse dans la mesure qu'on ne sait pas combien, et mon interrogation est, comment se fait-il, Mandel, tu peux expliquer le miracle juif que nous sommes encore là, 14 millions, alors qu'on a tué 3 fois ces 14 millions durant toute l'histoire. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le miracle juif. La résilience, c'est notre force. Amen. Non, notre secret, c'est notre potion magique. On est comme le petit village de Gaulois. C'est le livre. On est le peuple du livre. C'est la Torah. Pour moi, ce qui a fait qu'on a tout traversé, c'est notre et l'éducation, la transmission. L'éducation. L'avocat le harançon.
Ah, la Boucha et la Dame Foot. La Nisette. Bon, merci beaucoup. Si vous voulez. Oui, pardon. Oui, pardon. Peut-être ce sera le mot de la fin. Je ne sais pas. Vous avez dit le mot résilience. Oui, Le mot résilience, c'est Boris Cyrulnik qui l'a inventé. ouais. Et Boris Cyrulnik, c'est un miracle sauvé des corps. Il aurait dû mourir dans les camps. Donc voilà, c'est le mot de la fin, c'est la résilience. Voilà, c'est la résilience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rappelle. Si l'Amérique existe, c'est grâce à un juif. Oui, nous en avons fait tout un travail. Le Titanic aussi, hein, s'il a coulé, ça fait. Je vous rappelle que le livre est en vente et avec dédicace, si vous voulez vous le procurer. Il est au modeste prix de 24 €. Donc voilà, et puis nous avons